On va continuer à parler de ces élections municipales. On retrouve Fabrice Vaisser-Redon. Bonjour Fabrice, vous êtes rédacteur en chef du bureau parisien du groupe EBRA. Avec vous, on va décortiquer ce grand sondage sur les municipales réalisé dans 5 grandes villes écologistes de votre zone. Racontez-nous comment vous avez procédé, Fabrice. Bonjour Steve, bonjour à tous. Écoutez, c'est un sondage qui s'est déroulé sur la deuxième quinzaine de janvier sur les 5 principales villes écologistes de la zone EBRA, à savoir Lyon, on vient d'en parler avec mon collègue de Lyon, Strasbourg, Grenoble, qui a eu un deuxième mandat de maire écologiste avec Éric Piolle, Besançon et Annecy. C'est un sondage qui a été fait donc en collaboration avec Ipsos, sur donc la base de 600 personnes par ville entre le 13 et le 27 janvier. Nous, notre initiative, clairement, c'est de participer au débat démocratique, au débat public de qualité, avec une approche citoyenne. Il se trouve que EBRA a sur sa zone, donc EBRA, pour rappel, c'est l'ensemble des journaux de la face est de la France, et nous avons sur notre territoire les principales villes, grandes villes, tenues par les écologistes en France. Les principaux enseignements de ce sondage, Fabrice? Les principaux enseignements, c'est que ce matin, c'est la douche froide pour les sortants, très froide même, qui se traduit à la fois par... On a travaillé sur à la fois le bilan et les intentions de vote qui intéressent toujours beaucoup les électeurs. Le principal point qui ressort dans ce sondage, c'est le mécontentement, et c'est à peu près étal d'une ville à l'autre, autour de l'évolution de la qualité de vie. Par exemple, à Annecy, vous avez 59% des sondés qui considèrent que la qualité de vie s'est dégradée dans leur ville. C'est 40% à Besançon, c'est d'ailleurs là où le taux est le plus bas. C'est 52% à Grenoble, 42% à Lyon et 41% à Strasbourg. Donc ça se traduit d'abord par un fort mécontentement lié à la dégradation de la qualité de vie. Rapidement, Fabrice, à quoi faut-il s'attendre en termes d'intention de vote, de rapport de force dans ces villes? Vous avez raison, ça annonce des duels, voire davantage, parfois même des quadrangulaires, assez sévères. Celle qui sera certainement la plus observée, c'est celle de Lyon, où on va vers un duel Doucet-Aulas, l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, qui devance assez largement l'opinion à l'heure qu'il est. En même temps, le maire sortant écologiste se bat et entend continuer à se battre. À Strasbourg, c'est un petit peu différent. C'est une bataille à gauche qui s'annonce, avec le retour de Catherine Trottmann, l'ancienne ministre de la Culture, toujours très présente sur la ville, et qui devrait affronter donc Jeanne Bargésian, qui, quant à elle, en était à son premier mandat de maire. Il en résulte d'ailleurs, quand on regarde par rapport à ces maires qui sont implantés depuis essentiellement un mandat, disais-je, à l'exception de Grenoble, l'analyse qui est faite par nos collègues d'Ipsos, c'est que ils ont eu beaucoup de mal à s'implanter, à s'enraciner. C'est ce qui ressort principalement de ce sondage, et que ils ont eu du mal à faire passer leurs idées. Et du coup, ça donne cette fois une élection très, très ouverte. On évoquait Grenoble, où là, la succession d'Éric Piolle est assez ouverte, comme vous le savez, puisqu'il ne se représente pas, il l'avait annoncé. Oui. Là, on va vers un face-à-face assez inhabituel, entre Laurence Ruffin, qui est la sœur d'eux, qui devrait Merci avoir beaucoup. derrière elle, pardon. Terminé, Fabrice.
Ah, bah c'est... Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Fabrice, rédacteur en chef du groupe EBRA. La une des DNA, par exemple, revient aujourd'hui sur ce très grand sondage, ce sondage explosif, vous l'avez dit, Fabrice, sur lequel on va tout de suite revenir. On va en débattre avec mes camarades du jour. Bérengère Bond, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, auteur de plusieurs biographies, dont la dernière sur Gabriel Attal, l'ange exterminateur. C'est à retrouver aux éditions de l'Archipel. Et vous animez aussi un podcast, le podcast L'Hémicycle. C'est à retrouver dans l'Hémicycle, pardon. C'est à retrouver sur toutes les plateformes. Merci Bérengère. Bonjour Mathieu Souker. Bonjour. Vous êtes essayiste. Votre dernier livre s'intitule Un dimanche en France. On peut le lire aux éditions de l'Aube. Merci à tous les deux d'être là. Bon, vous avez entendu Fabrice, vous avez vu ce sondage explosif. Lui, il parle carrément de douche froide pour les écologistes. Est-ce que ces résultats sont une surprise, Bérengère ? Pour eux, c'est que des intentions de vote. Pour eux, sans doute. Ouais, c'est des intentions de vote et c'est un bilan aussi. Moi, j'entends Brice Teinturier chez Ipsos qui dit franchement, c'est pas si fréquent en fait un tel désamour municipal en un mandat. Et quand vous avez une Jeanne Barseguian à Strasbourg qui est élue à 41% des voix il y a 6 ans, avec 41, c'était 35 pour le candidat macroniste et c'était 23% pour Catherine Trottmann. Là, il y a une inversion. Enfin, je veux dire, honnêtement, c'est quand même assez stupéfiant, enfin assez violent en tout cas. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez une foule d'autres études, y compris encore ce matin, qui montrent que l'écologie est là dans les préoccupations des gens. Honnêtement, mais alors donc, ils ont envie d'écologie, mais pas avec eux, pas avec les Verts. Et là où moi je m'interroge, c'est sur la sincérité, entre guillemets, de cette envie d'écologie. Parce que, évidemment, quand on veut la transition écologique, au moment où elle arrive, oui. C'est violent. Vous dites on est d'accord pour la transition, mais pas chez nous. Et pas en fait, dans les municipalités où ils vont peut-être un petit peu plus vite qu'ailleurs, et notamment sur les questions de transport, de circulation, etc., ça coince un peu. Voilà. Et puis, il faudrait peut-être parler, c'est pas dans le sondage, mais de Bordeaux, où il y a manifestement... Le maire Pierre Urmic. Voilà, Pierre Urmic qui s'en sort différemment, manifestement, et qui a réussi... par ses qualités humaines manifestement, mais aussi par une écoute différente, par une politique, il s'est emparé de sujets de sécurité et autres que les écolos du Grand Est là n'ont peut-être pas totalement perçus. Enfin, il y a différentes raisons, mais c'est pas comment dire, les Verts ne sont pas condamnés à se planter dans le municipal. Ouais. Mathieu, comment vous analysez ces chiffres, ce bilan ? Qu'est-ce qu'on leur reproche ? C'est quoi ? C'est un excès d'idéologie ? Qu'est-ce qu'on reproche à ces Verts écologistes ? Je ne reprendrai pas l'expression de douche froide. Je relativiserai un petit peu les choses. D'abord en rappelant que les élections municipales de 2020, elles se sont déroulées dans un contexte très particulier. Le Covid et une abstention massive. Donc effectivement, à un certain nombre d'endroits, des élections, des scrutins qui se sont déroulés de façon un petit peu inédite, un peu différente, parfois décorrélée d'une forme de sociologie électorale locale. Donc il y a eu des surprises en 2020 et rien ne garantissait que ces surprises-là de 2020, en fait, se reproduisent aujourd'hui. C'est la première dimension. Deuxième chose, on parle de villes qui sont quand même en fait dans des situations elles-mêmes tout à fait différentes et avec des résultats qui sont contrastés. Je note que sur les 5 villes testées, il y en a 2 où en réalité quand même la majorité sortante paraît être reconduite assez facilement. Je mets de côté la ville d'Annecy qui depuis toujours a une sociologie plutôt à droite et qui n'est pas sociologiquement donc favorable à l'écologie, et je mets y compris à part la ville de Lyon avec l'espèce de candidature un peu spectaculaire de Jean-Michel Aulas qui fait le buzz local et qui effectivement rend l'affaire un peu difficile pour Grégory Doucet. Et un troisième élément de relativisation, quand j'étais bébé ou un peu plus jeune, en tout cas je fus un collaborateur à l'hôtel de ville de Paris du temps où Bertrand Delanoë était devenu maire, et j'étais là dès la campagne de 2000-2001 et l'installation de cette nouvelle majorité à l'hôtel de ville. Je me souviens que la politique mise en place, qui était très verte, c'était certes un maire socialiste, mais en matière d'aménagement urbain, on composait avec une majorité largement écolo et avec une ambition très forte en matière environnementale pour Paris. Et donc, le tramway, les couloirs de bus, les voies sur berge, toutes ces choses-là qui, en termes d'aménagement, effectivement, ont créé des nuisances avec une impopularité assez forte et un mécontentement très vivement exprimé à Paris. Delanoë a été réélu dans un fauteuil. Et même là, je note qu'en intention de vote, encore une fois, il y a un décalage. Il y a une insatisfaction très marquée à Grenoble, par exemple, à l'issue de 2 mandats d'Éric Piolle, et manifestement, Laurence Ruffin, elle va passer. Juste parce que vous relativisez quand même beaucoup, cher Mathieu, c'est pas la fin d'un moment écolo municipal, là, on n'assiste pas à ça, selon vous ? Alors, je pense que si, c'est-à-dire qu'il y a eu une vague
vraiment une vague très forte en 2020 et manifestement, cette vague ne va pas se reproduire. Je pense que ça dit deux choses, effectivement. Ça dit quand même que la société française continue de se droitiser, ou en tout état de cause que la gauche qui a lâché le pouvoir en 2017 ne s'est pas du tout reconstituée politiquement, ni dans sa frange socialiste, ni dans sa frange écolo. Et deuxième dimension, on voit bien qu'en matière d'écologie, on parle de backlash, il est à relativiser dans l'opinion. Retour de bâton, je ne sais pas comment on traduit. Oui, absolument. Il est à relativiser dans l'opinion parce que Bérengère avait raison de dire que l'écologie restait une préoccupation forte aujourd'hui chez nos concitoyens. Pour autant, dans le débat public, en France et ailleurs, elle est largement conspuée. À Bruxelles, Strasbourg, elle recule. Donc on voit bien que la bataille idéologique, la bataille culturelle qui paraissait gagner, voilà, aujourd'hui... Elle est en train d'être perdue. Non, je ne dirais pas qu'elle est perdue, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tentation du retour arrière. Voilà. Et encore une fois, les écolos ont eu du mal à transformer cette bataille culturelle gagnée en une victoire électorale. Ils y avaient réussi ponctuellement en 2020. Rien ne dit effectivement que là, ils confirment les choses, au contraire. Même question. Bérengère, vous voulez réagir? Oui, juste réagir d'abord sur les villes à tradition de droite. Elles ne sont pas fermées définitivement au vert. Exemple, Bordeaux, précisément. Oui. Bordeaux était à droite depuis l'après-guerre, depuis Chaban-Delmas, Juppé, etc. Et là, Pierre Remix semble avoir vraiment installé quelque chose. Deuxième chose, moi, une des grandes questions que ça pose, je trouve, c'est cette fameuse écologie politique introuvable. Alors là, vous entendez, oui, mais l'écologie, il faut que ce soit dans tous les partis, etc. C'est vieux. Enfin, je veux dire, quand on regarde l'histoire de l'écologie politique, c'est l'éternelle question. Oui. Ça pose la question de cette façon de faire de la politique autrement aussi, ce qui est quand même ce que mettent en avant en permanence les écologistes depuis toujours. Et quand vous regardez ce qui se passe là pour ces municipales au niveau national, où vous avez un parti qui est en train d'exclure toute une partie de ses sympathisants et de ses élus, une trentaine de personnes là ont été suspendues parce qu'elles ne sont pas dans la ligne du parti qui veut, dans l'association avec le PS ou plutôt avec les Insoumis ou pas. Voilà. Mais à Paris et ailleurs, il y a une vraie. Je pense qu'il y a une. C'est une question qui est posée depuis des décennies à l'écologie politique, mais que les écologistes vont devoir se poser sérieusement, et notamment en prévision de la présidentielle de 2027. Et la question se pose à chaque fois est-ce qu'il faut recréer un autre parti écologiste parce que celui-là est définitivement fermé, verrouillé. J'ai l'impression d'entendre ça à chaque fois, à chaque échéance électorale, avec un nouveau nom. Et je dis ça parce que on parle beaucoup de brutalité aussi dans l'étude d'Ipsos et Bra, des individus qui sont cités, les maires de ces différentes communes. Et c'est quand même assez frappant, quoi. Ce qui est quand même intéressant, si on prend du recul, c'est que depuis 50 ans, qu'est-ce qui a changé dans le champ politique français? 2 batailles culturelles ont été gagnées. La bataille sur l'environnement, on ne parlait pas d'environnement il y a 50 ans, désormais quand même la question environnementale s'est imposée au cœur du débat public, et la bataille identitaire. Ça, pour le coup, on ne parle plus que d'environnement et d'identité. Ce sont les 2 changements majeurs et qui sont portés, incarnés par des partis qui, depuis longtemps, dans l'opinion, ont un vrai déficit de crédibilité en matière de compétences. Les écolos et l'extrême droite étaient les 2 courants politiques qui étaient en queue de peloton sur la crédibilité quant à occuper le pouvoir, gouverner au niveau national comme au niveau local. On voit bien que du côté de l'extrême droite, tous les indicateurs ont augmenté, se sont améliorés, et y compris désormais la crédibilité quant à la capacité à gouverner, alors que pour les écolos, ça n'a pas bougé. En partie parce que l'écologie est incarnée au niveau national par des figures qui paraissent radicales, trop radical aux yeux de beaucoup. Alors que, je le redis, dans les exécutifs municipaux depuis longtemps, depuis au moins les municipales de 2001 en particulier, les écolos sont dans les exécutifs avec les autres, c'est ce qu'on a appelé la gauche plurielle, et quand ils sont aux affaires, ils sont aussi compétents que les autres en réalité. On va parler de ce qui se passe à Paris. Je ne sais pas si vous avez eu ce sondage qui fait beaucoup parler. Il a été fait par Cluster 17 pour nos confrères de Politico. Il nous dit la chose suivante: il existerait actuellement 5 candidats capables, susceptibles de se qualifier pour le second tour à Paris. Au premier tour, la liste du socialiste Emmanuel Grégoire est mesurée à 33%, celle de Rachida Dati à 26%, Pierre-Yves Bournazel récolterait 14% des voix, la France Insoumise de Sophia Chikirou 12%, et puis surprise
surprise, Sarah Knafo du parti Reconquête se qualifierait aussi en rassemblant 10% des suffrages. Mathieu, 5 candidats au second tour. Comment vous appelez ça, vous? C'est quincangulaire? Comment vous pas le mot? Alors je vois bien qu'il y a des débats syntaxiques autour du sujet. En réalité, ce qu'on observe à Paris, c'est ce qu'on observe de plus en plus au niveau national, c'est-à-dire un morcellement, un éparpillement en fait politique. On pourrait se retrouver avec un conseil municipal, un conseil de Paris dans quelques semaines qui soit aussi ingouvernable ou aussi difficile à gouverner que ne l'est l'Assemblée nationale aujourd'hui en réalité. C'est conforme à ce qui est devenu le paysage politique. Alors pour ce qui est de Paris quand même, un point, la difficulté d'Emmanuel Grégoire, elle est double. Il est l'héritier d'un système installé à Paris depuis 2001. Donc depuis 20 ans. Et donc démocratiquement, un désir ou une demande d'alternance, ça existe toujours et c'est légitime. Et je dirais que caracoler malgré tout à 33% des intentions de vote avec ce besoin ou ce désir de l'alternance, c'est pas si mal. Et deuxième dimension quand même, là où Bertrand Delanoë était un maire très populaire qui avait réussi à faire partager ses convictions politiques à une majorité de Parisiens, Anne Hidalgo, alors qu'elle a prolongé pour partie la politique de Bertrand Delanoë, a, dans son style de gouvernance et dans sa personnalité, davantage crispé. Donc Emmanuel Grégoire est l'héritier de cette double, voilà, il y a ce double héritage à porter, et je dirais que de ce point de vue-là, lui s'en sort pas si mal par rapport au sondage sur les écolos qu'on vient de voir, c'est pas cata quand même. Bérangère, 5 candidats au second tour, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire exactement ce qui vient d'être dit. Non, mais c'est quand même incroyable. Je ne sais pas si c'est inédit, mais c'est quand même incroyable. Mais effectivement, ça va donner quand même un conseil municipal potentiellement quand même compliqué à gérer. Ouais. Mais après tout, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous parliez de douche froide pour les écolos. Je pense que là, ça commence à ressembler à une douche froide pour Rachida Dati, en fait. Ah oui. Parce que elle espérait justement profiter de la fin d'une époque de Delanoë, Hidalgo, de cette longue page. Et après tout, ça peut se comprendre. L'envie d'alternance et de changement en tout cas. Elle était soutenue par Emmanuel Macron, dans ce qui s'avère finalement pas forcément une bonne chose, mais ces équipes continuent à dire que c'est la seule qui pourra rassembler, c'est la seule à pouvoir gagner, mais ce qui se passe à droite notamment, avec la montée en puissance de Sarah Knafo, qui accessoirement, dans tous l'électorat jeune, la ringardise un peu, réseaux sociaux et autres, honnêtement, c'est plus la candidature d'alternance, de renouveau c'est moins évident qu'attendait même peut-être la droite. Et donc, voilà, enfin, il reste 6 semaines. Mais oui, Sarah Knafo, donc, qui se maintient au second tour, qui dépasse les 10%. Est-ce que vous parlez de phénomène Sarah Knafo ? On parle beaucoup d'elle, on voit ce sondage qui, pour la première fois, la donne au second tour. Comment vous analysez ça, Mathieu ? Alors, 2 choses quand même, pardon, mais dans les 5 susceptibles de se maintenir au deuxième tour, ce qui me frappe d'abord, c'est qu'il y en a 2 quand même qui sont lestés d'affaires judiciaires. Et que donc manifestement, l'électorat parisien, si on en croit ces sondages en tout cas, est prêt quand même à créditer d'un volume de voix significatif et Sophia Chikirou et Rachida Dati, qui ont quand même maille à partir avec la justice. Je faisais référence à la façon dont Delanoë avait pris l'hôtel de ville en 2000-2001. On sortait effectivement d'un moment un peu dur en matière de probité, de moralité avec Jean Tibéry, la fin du système Chirac, et il y avait eu une volonté d'alternance et en même temps une volonté de moralisation des pratiques à Paris. Là, on a 2 candidates qui ne me paraissent pas impeccables de ce point de vue-là. Et quant à Sarah Knafo, c'est pas du tout une surprise en réalité. Si vous reprenez les résultats des élections aux européennes et aux législatives, vous voyez qu'à Paris, l'extrême droite, qui avait été pendant très longtemps quantité négligeable, c'est-à-dire quelques pourcents au maximum, l'extrême droite revient à Paris avec des scores à 2 chiffres. Et la spécificité de l'extrême droite à Paris, c'est que c'est une extrême droite bourgeoise qui plaçait Éric Zemmour ou le parti Reconquête devant le RN. Vous regardez le 16e, le 17e arrondissement, en fait, l'extrême droite additionnée, c'est pas loin de 25% des voix, et c'est systématiquement, aux européennes, c'était très net, c'était Marion Maréchal Le Pen, loin devant Jordan Bardella. Donc c'est une extrême droite qui revient à Paris, qui est quand même la version, non pas dédiabolisée, mais rediabolisée ou radicalisée de l'extrême droite. Enfin, souvenons-nous qu'Éric Zemmour a été plusieurs fois condamné par la justice quand même pour incitation à la haine raciale. L'endroit où Éric Zemmour vend le plus de livres en France quand il en sort, c'est la Fnac des Ternes.
Et je pense dans que ça le dit 17e arrondissement dans de le Paris. 17e arrondissement de Paris. Je pense que ça dit assez clairement ce qu'est devenue la sociologie électorale de cet ouest parisien. Ces élections municipales auront des conséquences à l'échelle nationale, à quelques mois des sénatoriales et de l'élection présidentielle évidemment, mais conséquences peut-être immédiates. Un remaniement gouvernemental devrait avoir lieu dans les prochains jours. Alors je crois qu'il ne faut pas dire remaniement gouvernemental, Bérangère. Ajustement gouvernemental. On a le droit de dire remaniement, franchement ça va. C'est quoi la différence? C'est l'ampleur du coup de balai, quoi, mais qui sera peut-être minime, encore que, Rachida Dati, c'est quand même un ministère important. Alors, Rachida Dati s'en va. Candidate, elle part même tard, hein, je veux dire, à son arrivée, souvenez-vous, quand elle a été nommée ministre de la Culture, elle a tout de suite parlé de sa candidature, et donc on imaginait qu'au plus tard, fin décembre, début janvier, donc elle a un peu joué les prolongations. Donc, Rachida Dati, c'est une évidence. Charlotte Parmentier-Lecoq, qui était aux handicapés, députée Horizon du Nord, qui veut récupérer son siège parce que son suppléant lui-même va sans doute être élu à Templeuve en Pével. Je dis ça parce que je connais le coin. Voilà, là c'est un jeu aussi. Accessoirement, c'est un soutien d'Édouard Philippe assez important, et donc elle veut sans doute récupérer sa liberté de parole en vue d'une candidature d'Édouard Philippe qui va s'accélérer, si tant est qu'il est élu lui-même au Havre. Après, il y a plusieurs cas. Il y a Michel Fournier, qui est d'une petite commune rurale des Vosges. Ministre de la Ruralité. Oui, je ne sais pas ce qu'on connaît Mathieu, mais dont on comprend qu'il a lui aussi un petit souci de liberté de parole et de place dans ce gouvernement. Mais outre le fait qu'il... C'est pas les ministres, c'est pas un ministre qui est le plus connu des Français. Non. Est-ce qu'il y a un sujet, Gérald Darmanin est-ce que c'est l'occasion... Qui sera sur une liste à Tourcoing, voilà, qui est deuxième de liste, donc c'est pas lui qui serait maire, mais qui laisse apparaître des envies présidentielles de plus en plus clairement. Et il a beau avoir une très grande proximité avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Est-ce que c'est le moment de s'en séparer? Alors je ne suis pas sûre que ce soit forcément une bonne idée pour Sébastien Lecornu, parce qu'il vaut mieux l'avoir avec lui, mais ça peut être l'occasion. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu. Je vais vous demander tout de suite, je vais vous poser la question tout de suite, mais d'abord on va écouter Maude Bréjon qui nous dit que ce remaniement n'aura pas vraiment de conséquences dans la vie des Français. Écoutez-la. Ce budget n'est pas parfait, mais il permet au pays, il permet à la France d'avancer, il contient des mesures essentielles pour nos concitoyens. Il nous a donc invités à le faire avec, je cite, humilité et volontarisme, en invitant le gouvernement à être, là encore une fois, je cite, à la tâche, au service, concentré et uni, estimant que c'était ce qui distinguait le gouvernement de l'atmosphère ambiante. Voilà, Emmanuel Macron a ses ministres, donc Maude Bréjon qui retranscrit ce qui s'est passé en Conseil des ministres. Donc le gouvernement est à la tâche, il va y avoir ce remaniement, mais en fait, pas grand-chose ne va changer dans la vie des Français, c'est ce qu'on comprend. Et quels vont être les grands projets qui vont arriver sur la table du Conseil des ministres et au Parlement? Alors, sincèrement, on a compris, ce qui est déjà un acquis, qu'a priori, Sébastien Lecornu avait gagné quelques semaines, voire quelques mois, en fait, de survie politique à Matignon. Ce qui n'était pas gagné jusqu'à une période récente. On avait compris quand même que les forces parlementaires n'avaient pas spécialement envie de faire chuter le gouvernement et de repartir éventuellement dans un cycle législatif, de nouvelles élections législatives. Mais bon, désormais, on a confirmation qu'a priori, Sébastien Lecornu, qui, pour Sébastien Lecornu, avait encore une fois incarné le gouvernement le plus éphémère de la Ve République, s'était donné de l'oxygène. Donc c'est une première dimension. Pour autant, même si on a gagné de la stabilité politique, on voit bien qu'elle s'est faite au prix d'un débat parlementaire que les Français ont assez mal compris et assez peu approuvé. Ils ont décroché, je pense, à partir du mois de décembre, ils ne suivaient plus trop vraiment ce qui se passait. Plus personne n'a rien compris, personne ne s'y intéressait, et à la fin quand même, on a compris que la stabilité politique se faisait au prix d'un déficit budgétaire très important et d'une cohérence politique difficilement lisible. Voilà. Et en gros, chacun a compris que la prochaine haie, c'était la présidentielle et qu'il n'allait pas se passer grand-chose, hormis une forme de stabilité politique jusqu'à la présidentielle. Le remaniement dont on parle ne tient qu'à un ajustement technique dans un gouvernement qui est objectivement faible et composé de personnalités de second rang à part quelques-uns. Vous parlez de la présidentielle, cher Mathieu, vous m'avez fait la transition. Je vais vous proposer d'écouter Jérôme Gage, qui était ce matin au micro de France Inter. Lui, clairement, il est sur la prochaine haie, comme vous dites. Écoutez-le. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle
pour porter la voix d'une gauche républicaine, la voix d'une gauche européenne, la voix d'une gauche universaliste, laïque, d'une gauche sociale, écologiste. Je ne me résous pas à la victoire annoncée du Rassemblement national. Je souhaite qu'un candidat de gauche porteur de ces valeurs et de cette orientation soit présent au deuxième tour et puisse séduire au-delà des rangs de la gauche. Un de plus, Bérangère, un de plus candidat à l'élection présidentielle. C'est le moment, hein, donc allons-y. Jérôme Guedj, il a ces derniers mois une place singulière à gauche dans les différents débats et il porte, je pense, une voix qui s'entend au sein de la gauche. Après, il n'est pas tout seul. Hein, donc, c'est ça, c'est un peu embouteillage de candidature, non, Mathieu ? Sur l'intégralité de l'échiquier politique. Oui, c'est ça, c'est pas que la gauche. Il y a à peu près une dizaine de profils sur l'étagère, une trentaine de profils sur l'étagère. Mais est-ce qu'il y a un responsable politique qui ne pense pas à la présidentielle aujourd'hui ? On se demande. Alors, en toute état de cause, déclaration. Jérôme Guedj a tout à fait raison, puisqu'ils sont déjà une trentaine, pourquoi pas être le 31e ? Enfin, il a tout à fait raison, dès lors que rien n'est agrégé, rien n'a coagulé et qu'on ne sait pas de quoi sera faite la présidentielle. Je note quand même deux choses, malgré tout, en sa défaveur. Un, la gauche, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'a pas progressé d'un pouce depuis 2017. Elle a quitté le pouvoir depuis bientôt une décennie, elle n'a pas réussi politiquement à se refaire. Et deuxième chose, pour être un candidat crédible à l'élection présidentielle, il faut être capable de faire l'union de la gauche. Je ne sais pas dans quelle mesure Jérôme Guedj a le meilleur profil pour cela. Cette émission, vous savez, c'est que de l'amour, hein, Bérangère Mathieu. On va terminer comme tous les jours par la belle histoire. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de Riccardo, un enfant de 11 ans qui vit en Italie. On l'a expulsé d'un bus Manu Militari. Pourquoi ? Car il n'était pas en possession d'un ticket au tarif olympique. Vous savez que les JO d'hiver débutent demain. Les prix explosent dans tout le pays et Riccardo n'avait pas d'argent. Alors il a dû parcourir 6 km à pied, seul, dans le froid, sous la neige, pour rentrer chez lui. L'histoire a ému toute l'Italie. Résultat, le comité d'organisation des JO a décidé de l'inviter à la cérémonie d'ouverture. Il y participera et devrait même être mis en avant à cette occasion. C'est beau, non ? Magnifique. Donc les JO qui commencent, la cérémonie d'ouverture, c'est demain, vendredi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux. Merci Bérangère, merci Mathieu. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous derrière votre écran. Demain, ce sera Alexandre Poussard aux manettes de cette matinale. Je vous souhaite une très belle journée sur Public Sénat. Bye bye.